Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette émission du mois de novembre. Une période qui est toujours particulière entre la lumière, l'obscurité, les fêtes de la Toussaint et la fête des morts. Et justement, on s'attaque aujourd'hui aux revendications d'identité, de genre, un phénomène qui est de plus en plus présent, presque même en explosion chez les enfants et les adolescents et qui commence de plus en plus tôt, promu largement par le transactivisme et les réseaux sociaux. On en discute tout de suite avec Aude Mirkovic et Olivia Sarton, qui sont toutes deux juristes pour l'association Juristes pour l'enfance, et elles sont co-auteurs de l'ouvrage Questionnement de genre, qui est publié chez Artege. Et puis, dans l'actualité des parents, on parlera aussi, évidemment, de la petite Lola et de l'insécurité des enfants, de la multiplication des articles sur le regret maternel et de ce chiffre également issu d'un sondage IFOP, 30% des femmes en âge de procréer ne désirent pas avoir d'enfants. Et pour se remettre de nos émotions, heureusement, il y a la chronique lecture avec Anne-Laure Blanc qui nous présente un superbe livre de Noël pour commencer à préparer cette période. Et puis Valérie Daubigny qui nous propose de nous plonger dans l'histoire illustrée de la France chrétienne. Une émission qui gagne à être connue, vous l'aurez compris. Alors je compte sur vous, comme à chaque fois, pour partager, commenter, cliquer sur le pouce en l'air. Et là, c'est parti. Depuis la rentrée scolaire, les enfants peuvent désormais choisir d'utiliser le prénom de leur choix à l'école. Le ministre de l'Éducation nationale a déclaré également, je cite, « une mauvaise prise en compte de la transidentité d'un ou une élève, évidemment en écriture inclusive, peut rapidement provoquer le développement d'une phobie scolaire ». Mais qu'est-ce que la transidentité chez un enfant? En quoi consistent les parcours de transition proposés aux enfants et intégrés à l'école? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai interrogé Aude Mirkovic et Olivia Sarton, toutes deux juristes pour l'enfance, l'association qui veille aux droits de l'enfant. Elles ont coécrit à plusieurs mains cet ouvrage, Questionnement de genre chez les enfants et les adolescents, analyse, enjeux. Les spécialistes répondent, c'est publié aux éditions Artege et disponible bien sûr sur la boutique officielle de TV Liberté sur tvl.fr. On les écoute tout de suite. Aude Mirkovic, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la dysphorie de genre chez les jeunes enfants? Eh bien, nous parlons d'enfants ou d'adolescents qui expriment une conviction intime et profonde d'appartenir au sexe opposé ou à aucun sexe. Donc un garçon qui est intimement convaincu d'être une fille ou d'être non-binaire. Et ces enfants ressentent souvent une souffrance associée à ce décalage entre leur ressenti intime et leur corps, ce qu'ils sont, des garçons ou des filles. Et ils vont demander à être identifiés dans le sexe dans lequel eux-mêmes s'identifient, c'est-à-dire un garçon qui va demander à être traité comme une fille et vice-versa. Les causes sont très variées et en plus elles sont parfois imbriquées. C'est-à-dire que ça correspond quand même à des périodes complexes dans la vie, l'enfance et surtout l'adolescence. Mais enfin, une écrasante majorité des jeunes concernés présentent des troubles des pathologies associées, des troubles psychiatriques parfois. Il y a beaucoup d'autisme, il y a des difficultés psychologiques, il y a beaucoup de syndromes post-traumatiques, c'est-à-dire que souvent, l'exposition à des violences sexuelles précoces, y compris une exposition précoce à la pornographie qui peut avoir sur le cerveau d'un enfant un effet équivalent à un viol psychique, eh bien, donc ces syndromes post-traumatiques peuvent être des causes qui expliquent ça, le tout mélangé avec l'incertitude, les questionnements liés à l'adolescence, le mal-être dans son corps qui se transforme, des difficultés relationnelles à l'école, à la maison, et puis le mal-être global qui caractérise notre société, qui ne facilite pas la vie des jeunes et qui les plonge dans tous ces questionnements dont ils essaient de sortir avec cette utopie de changer de sexe. Justement, Olivia Sarton, de façon très visible dans la société, dans les écoles aujourd'hui, on voit qu'on avance quand même vers une certaine forme de progressisme. Comment est-ce que cela se manifeste de façon concrète dans ce genre de structure ? Alors dans les écoles, on voit des associations qui interviennent, qui promeuvent l'identité de genre. Par exemple, il y a en 2021 au lycée Fénelon à Paris,
Il y a eu une femme trans, c'est-à-dire une personne qui était née homme, qui s'appelle Marie de la Chenelière, qui a fait une intervention auprès des lycéens pendant 1 heure et demie pour expliquer les bienfaits de la transidentité en gommant tous les aspects négatifs. Et après son intervention, on a eu des témoignages de parents qui nous disent qu'il y a vraiment eu ce qu'ils ont appelé une épidémie d'enfants qui se sont identifiés comme trans au sein de ce lycée. C'est un exemple parmi d'autres. Mais c'est vrai qu'on voit aussi dans les lycées la contagion des réseaux sociaux et les lycéens entre eux, la contagion par les réseaux sociaux, pardon, et les lycéens entre eux se donnent les bonnes adresses, les bons sites, les bons blogs à aller voir. Et on a aussi toute l'idéologie qui est véhiculée, notamment au sein soit des interventions ERS ou ERS, C'est-à-dire les interventions ERS? ou l'éducation à la vie affective et sexuelle, ou même dans les cours de SVT, où on explique aux jeunes que l'identité de genre est autodéterminable et que chacun peut donc s'identifier garçon, fille, non-binaire, demi-boy, demi-girl, etc. Les parcours de transition, j'insiste sur ce point, ils sont accessibles en France aux enfants dès leur minorité, alors qu'ils ont des effets secondaires irréversibles et des conséquences très graves et très importantes pour la santé des enfants. Très concrètement, un enfant peut être mis sous bloqueur de puberté dès qu'il est rentré dans la puberté, donc dès 8-9 ans même pour une fille, si elle a une puberté un peu précoce, ou autrement vers 10-11 ans, les garçons vers 11-12 ans, ils peuvent être mis sous bloqueur de puberté, et ce blocage de la puberté peut durer jusqu'à 5-6 ans. Ensuite, quand ils arrivent vers 15-16 ans, ou quand on a des jeunes qui s'identifient comme trans à cet âge-là, ils vont être mis sous ce qu'on appelle sous hormones antagonistes ou hormones croisées, c'est-à-dire les hormones correspondant au sexe opposé, donc de la testostérone pour les filles et des œstrogènes pour les garçons. Et puis en France, on peut avoir accès à des opérations. Là encore, j'insiste sur ce point parce que les militants transaffirmatifs vous disent qu'il n'y a pas d'opération en France, mais les jeunes filles en France peuvent avoir accès à une mastectomie, c'est-à-dire une ablation des 2 seins, dès leur minorité. On a des cas recensés à Paris, à Lyon, où des jeunes filles ont eu des ordonnances pour avoir des mastectomies dès 14 ans, même si usuellement ça se pratique un peu plus tard, vers 16-17 ans, mais en tout cas alors que ces jeunes sont encore mineurs et dans une période de construction instable. Alors justement, concernant les traitements hormonaux, on revient aujourd'hui beaucoup sur certains types de pilules. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur en quoi est-ce que ça consiste, ces bloqueurs de puberté? Est-ce que ça ne va pas avoir un effet sur le développement de l'enfant? Alors ces bloqueurs de puberté, donc comme leur nom l'indique, ils consistent à bloquer la puberté, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de développement des caractéristiques sexuelles secondaires, donc pas de développement de la poitrine pour les filles, pas de menstruation qui arrive et pas de développement des organes génitaux pour l'ensemble des 2 sexes. Jusqu'à maintenant, on pensait que ces bloqueurs avaient une relative innocuité. Ce sont des médicaments qui peuvent être donnés lorsqu'il y a des pubertés très précoces pour les enfants, vers des enfants qui déclenchent une puberté à 6-7 ans, ça arrive. On peut les mettre sous bloqueur, mais c'est pour une durée de 2 ans. Donc c'est sur une indication très précise et très contrôlée. Là, ces bloqueurs vont être donnés dans le cadre des parcours de transition hors AMM, c'est-à-dire hors autorisation de mise sur le marché. Et on sait aujourd'hui que ça peut entraîner des conséquences importantes comme de l'ostéoporose, puisque le fait de bloquer la puberté, ça empêche la minéralisation osseuse, qui est un des effets de la puberté. Et puis, les spécialistes s'interrogent aussi beaucoup sur les conséquences au niveau neuronal, puisqu'on sait que la puberté, ce n'est pas seulement la transformation du corps, c'est aussi la réorganisation du cerveau, la maturation émotionnelle, psychique, neuronale. Et aujourd'hui, on ne connaît pas les conséquences de ces effets des bloqueurs de puberté sur cette réorganisation du cerveau. Finalement, quand on est un parent, ce qu'on veut, c'est être responsable et vigilant par rapport aux contenus qui sont proposés à nos enfants. Or, les enfants ne nous racontent pas toujours leur journée de façon détaillée. Comment est-ce qu'on fait pour protéger nos enfants de tous ces contenus ou de toute cette propagande potentielle à laquelle ils peuvent être exposés à l'école? Écoutez, il faut déjà mettre en œuvre son bon sens de parent. Il faut tenir les enfants le plus possible à l'écart des réseaux sociaux, surtout les jeunes. Ils n'ont pas besoin d'avoir des smartphones entre les mains dans leur chambre, etc. Il faut passer du temps avec ces enfants. C'est-à-dire que si le soir et le week-end, tout le temps passé avec les enfants, c'est ça de moins qu'ils passent sur les réseaux sociaux. Ils seront beaucoup moins vulnérables. Puis il faut les connecter au réel, c'est-à-dire à la réalité, les confronter au réel. Ça passe pour des choses toutes simples. Faire ensemble de la cuisine, du jardinage, faire des promenades, parler
parler, discuter, garder le lien, garder le contact, éviter que les enfants justement partent, soient pris en main par d'autres. Les parents doivent vraiment réaliser que tout le temps pendant lequel ils ne s'occupent pas de leurs enfants, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en charger via un écran, et donc ce sera encore plus dangereux parce que votre enfant ne va sans doute pas suivre un inconnu dans la rue. En revanche, il va regarder un inconnu sur une vidéo sur Internet. Il va l'écouter, il va être influencé par lui. Je pense qu'aussi par rapport au niveau de l'école, c'est vrai que les parents, on a peut-être un peu perdu l'habitude, il faut être vigilant. Il ne faut pas hésiter à interroger lors de réunions de début d'année les professeurs, les instituteurs, les institutrices, pour savoir quel contenu ils vont proposer aux enfants, quelles sont les idées qu'ils vont faire passer. Et si on n'est pas d'accord, eh bien, il faut monter au créneau, protester, dire que ça ne correspond pas à la maturité de l'enfant et à son développement, et qu'on souhaite que l'enfant ait accès à une anthropologie saine et naturelle. Si vous voulez aller plus loin dans cet entretien, sachez que j'ai également eu le plaisir de les recevoir sur le plateau de TV Liberté dans un de nos Zooms qui arrive le 8 novembre prochain sur notre site internet et bien sûr sur notre chaîne YouTube. Vous aurez 26 minutes pour creuser un peu plus en profondeur le sujet de cet ouvrage qui, je vous le rappelle, comme tous les livres de nos invités, est disponible sur la boutique officielle de TV Liberté et sur notre site internet tvl.fr. Place maintenant à l'actualité des parents, et il y a des choses à dire. Évidemment, dans Les femmes et les enfants d'abord, on ne pouvait pas passer à côté de l'assassinat barbare de la petite Lola le 14 octobre dernier. Je vous propose de revoir quelques images des rassemblements d'hommages qui avaient été filmés par une équipe de TV Liberté qui était sur place. On est présent pour montrer notre soutien à la famille, pour dénoncer aussi du coup l'insécurité qu'il y a en France. C'est pas normal que nos profs se fassent décapiter, que nos enfants se fassent tuer. Plus jamais ça. Donc il faut porter les vraies questions politiques au bon sens du terme. Aujourd'hui, en fait, c'est une petite fille à qui on a arraché la vie. On lui a arraché son innocence, on lui a tout arraché. Et en fait, cette petite fille est en train de devenir un symbole. Et pas un jour ne se passe sans que les Français soient violentés, agressés, violés, poignardés. Toute la nation française a été terriblement choquée par cet assassinat barbare, et la souffrance que tous les Français ressentent, ils la ressentent d'autant plus cruellement qu'on a quand même tous le sentiment que cette horreur aurait pu être évitée. C'est une enfant de 12 ans qui est morte. Donc j'espère que, coucou M. Darmanin, j'espère que franchement tu vas te réveiller et que tu vas prendre tes responsabilités. J'habite à côté de chez Lola, à côté où elle habitait, et donc je suis là parce que je suis bouleversé. Je suis bouleversé, je suis papa, j'ai 2 filles. Je suis totalement bouleversé par ce qui se passe. C'est un incident tragique, ça montre que l'insécurité fait rage, qu'au niveau des politiques, on n'est pas du tout écouté sur ce point-là. Que, par exemple, une petite fille de 12 ans peut être égorgée, que nos politiques ne sont pas capables de réagir. Je voudrais que pour cette petite fille de 12 ans, il y ait une justice. Une pensée particulière à sa famille et également à vous tous, parents inquiets que vous êtes de la sécurité de vos enfants. On continue en tout cas cette actualité des parents avec un phénomène qui se multiplie ces derniers temps. Les médias sont tous de plus en plus nombreux à donner la parole à des mères qui regrettent d'avoir eu des enfants. Une expression a été même consacrée et popularisée par les journalistes d'ailleurs à l'occasion de la sortie d'un livre qui s'intitule « Le regret maternel ». Le regret maternel, c'est-à-dire des femmes qui pensent qu'elles seraient plus heureuses sans enfants. Alors, quand certains se félicitent évidemment d'avoir levé un tabou, eh bien, des psychologues alertent, eux, sur cette tendance qui est absolument destructrice pour les enfants en question lorsqu'on leur en parle. Et dans un sondage commandé à l'IFOP par le magazine féminin Elle, l'ampleur du phénomène semble même se préciser avec 51% des Françaises qui ont des enfants en bas âge, qui admettraient regretter leur vie d'avant, quand 12% d'entre elles regretteraient d'avoir eu des enfants tout court. La plupart d'entre elles dénoncent le prétendu mensonge du bonheur maternel, mais également la charge mentale ou encore le manque de répartition des tâches dans le foyer. Effectivement,
Et on le sait tous, la maternité est loin d'être un long fleuve tranquille et la nostalgie de sa vie de nullipare est un sentiment qui est tout à fait naturel et normal. Mais attention, seulement s'il est passager. En revanche, effectivement, ne pas parvenir à passer outre ce phénomène-là révèle d'autres carences. L'étude interroge également sur la question du désir d'enfant des Françaises. Verdict, 30% des femmes en âge de procréer disent ne pas vouloir d'enfant. La moitié de ces dernières estiment qu'un enfant n'est pas indispensable à leur féminité. Quand 48% souhaitent, elles, rester libres, 39% des femmes évoquent, elles, le climat, 37% les crises politiques et sociales et 35% la problématique de la surpopulation. Un tableau qui montre toutefois que les médias sont parvenus à bien culpabiliser la maternité chez une partie de la population. Sans grande surprise en revanche, selon la répartition politique des sondés, les chiffres sont très disparates puisqu'une sympathisante Europe Écologie Les Verts sur 2 ne désire pas d'enfants quand une majorité de femmes de droite, chez Reconquête, par exemple les Républicains ou le Rassemblement National, eh bien, souhaitent, elles, bien connaître la maternité. D'ici à renverser la balance électorale, n'y a-t-il qu'un pas ? Ça, on le verra plus tard. En tout cas, restez avec moi pour le savoir d'ici quelques années, je l'espère. Mais en attendant, je vous propose de passer à la chronique lecture avec 2 livres tout à fait charmants qui sont proposés par Anne-Laure Blanc et Valérie Daubigny pour leurs blogs respectifs 1, 2, 3 Loisirs ainsi que Chouette un livre. Bonjour à tous. Alors en ce début novembre, on va déjà parler de Noël, parce que préparer Noël, eh bien il faut déjà y penser. Un magnifique album qui s'appelle Le merveilleux Noël des jouets. Il est dû à la plume de Bénédicte de Lellis, qui est théologienne, et à la plume, enfin au dessin de Anne-Charlotte Larocque, qui est une dessinatrice formée pour le design et la mode. Et cela donne un album absolument charmant avec ce Noël des jouets. Alors, c'est une poupée qui est l'héroïne, qui parle. Ah oui, je m'appelle Olga, je suis une poupée. J'habite aux galeries parisiennes, au rayon jouets. Vous vous en doutiez, n'est-ce pas? J'ignore de quelle teinte sont mes yeux, personne ne me l'a jamais expliqué. Mais lorsque les enfants passent et nous regardent de leur petit air gourmand et plein d'espoir, après avoir dit « Oh, mais qu'elle est drôle !» il s'écrie invariablement. Et ses joues sont si rouges. Parce qu'à côté d'Olga, il y a une autre poupée, sa sœur Rose. Et Rose est bien plus élégante, bien plus jolie. N'empêche, c'est tout de même Olga qui va être l'héroïne. Et elle va rencontrer plusieurs jouets dans sa vitrine, parce qu'elle est dans la vitrine du grand magasin, un grand magasin des années 1900, avec donc des mamans en crinoline et des papas en redingote, des petits-enfants pas plus sages que ceux d'aujourd'hui, je vous rassure. Et Olga va raconter sa vie de jouet. Donc ce conte est absolument ravissant. Il est accompagné d'un CD que vous allez pouvoir écouter dans la voiture en allant chez grand-père, grand-mère, papy, mamie pour Noël. Un QR code pour ceux qui n'ont plus de lecteur de CD à la fin. Et puis, vous pourrez apprendre à chanter puisque le livre propose aussi 5 chants. Venez le divin Messie, il est né le divin enfant, le bœuf à l'âne gris, la marche des rois, etc. Donc, il y a une note catholique dans ce livre parce que c'est tout à fait normal pour Noël. Et Bénédicte de Lellis l'explique très très bien, fait expliquer, c'est complexe, par la poupée, ce qu'est la nativité. Donc c'est très joli et je vous le conseille parce que c'est un livre très calme à lire avant Noël, pendant la période de l'Avent. Si vous attendez Noël, c'est un peu dommage. Donc lisez-le avant Noël, le merveilleux Noël des jouets. C'est absolument délicieux. À très bientôt. L'histoire illustrée de la France chrétienne, c'est un vrai petit bijou aux éditions Saint-Jude. C'est le fruit d'un travail qui remonte à des dizaines et des dizaines d'années de Morissette Vial-Andru. On sait combien Morissette Vial-Andru sait mettre en scène les saints de notre temps et les saints du passé. Tous ceux qui ont fait l'histoire de la France chrétienne. On cherche des héros, eh bien les voilà. Et à travers cette histoire, illustrée de manière ravissante par Roselyne Le Sieur, eh bien les petits, les grands, les étudiants, les lycéens, ceux qui ont eu la chance d'avoir de bons cours d'histoire et les autres, qui sont de plus en plus nombreux malheureusement, vont pouvoir se replonger de manière chronologique dans l'histoire de notre pays et voir combien
Cette histoire est totalement imprégnée de l'histoire de l'Église. C'est absolument merveilleux. C'est présenté de manière extrêmement claire, avec des encarts, des gros plans sur des points chauds de l'histoire de l'Église aussi. Pour avoir les idées claires, c'est une vraie merveille. Il bénéficie d'une très jolie édition avec un papier glacé. Et tout ça au service de la jeunesse, c'est une vraie pépite. Il y a aussi un lexique, une bibliographie très bien sélectionnée, 350 pages dans lesquelles vous vous plongerez. C'est un livre à avoir dans sa classe, c'est un livre à avoir dans sa famille, dans sa bibliothèque et surtout, conservez-le bien, il passera les générations. Et on se quitte avec cette jolie illustration de Fleur-Lise Paluet pour Fabuleuse au foyer, un compte Instagram à suivre que je vous recommande chaudement et qui montre tout l'amour qu'un enfant peut nous donner, de quoi nous réconcilier un petit peu avec ce que nous avions vu précédemment. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous le rappelle, si le programme vous a plu et que vous voulez faire entendre notre voix, n'hésitez pas à partager cette émission, à laisser des commentaires. Promis comme toujours, je m'efforce d'y répondre. Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air. D'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très vite sur TV Liberté.